Bon, on va revenir sur la situation en Iran. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à voir, vous allez voir. La France qui se déploie au Moyen-Orient, on a l'Iran qui attaque la Turquie, on a Trump qui commence à entrer dans une petite guéguerre de qui a la plus grosse avec l'Espagne, et l'Espagne qui ne se laisse pas faire. On a également une frégate iranienne qui a été coulée près de Sri Lanka. On a des attaques continues contre Israël et contre d'autres pays. Bref, on a beaucoup de choses à voir, on va se faire un récap total de tout ça. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on va commencer directement. Ça se trouve, j'en ferai peut-être 2 vidéos, mais ça me ferait chier d'en faire 2 vidéos. J'aime bien ce format d'une vidéo par jour, au moins, même si elle est un peu plus longue. Au moins, vous avez toutes les informations. À noter que, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 14h. Normalement, si tout se passe bien, cette vidéo sortira à 20h le 4 mars. Donc, il y aura peut-être des nouvelles choses que je n'aurais pas montrées et que vous aurez peut-être vu passer sur les réseaux. Donc, on en parlera demain, eh oui, le 5. Bref, donc on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Alors, il y a eu aussi quelque chose, je crois que j'en avais pas parlé, ça s'est déroulé il y a 2 jours. C'est deux chefs iraniens, deux hauts responsables, voilà, je cherchais le mot, des hauts responsables des services de renseignement iraniens, Sayed Yahya Hamidi et Jalalpour Hossein, qui ont été assassinés par Israël, apparemment. C'est des rapports assez solides qui indiquent ceci. Ici, on a le nouveau suprême leader de l'Iran, qu'il s'appelait du coup l'ayatollah Arafi. Eh bien, il a été tué dans une frappe aérienne, juste quelques heures en fait après avoir obtenu ce rôle. Et justement, vous allez voir, on a l'Israël et les États-Unis qui ont frappé un lieu où se réunissaient 88 chefs religieux qui étaient censés élire le nouveau chef religieux de l'Iran. Eh oui, donc ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher le pouvoir. Au-delà de ça, quand ils ont frappé du coup ce lieu de rendez-vous, apparemment tout le monde est mort. On va regarder ça, justement, on va en voir passer quelques extraits, mais c'est quand même assez fou ce qui se passe. On a Big Flo et Oli qui sont bloqués à Dubaï alors qu'ils rentraient du Népal avec une escale de 2 heures. Ils témoignent du son des missiles. On va pas les écouter, hein, on s'en bat un peu les couilles de Big Flo et Oli si vous voulez mon avis. Mais voilà, c'est intéressant de voir que beaucoup de gens sont coincés à Dubaï, hein, même des gros influenceurs et tout, puisque la majorité des vols ont été arrêtés. Donc évidemment, il y en a encore quelques-uns, mais c'est assez compliqué de faire le retour. Donc voilà, en tout cas, de toute manière, à Dubaï, ils ont donné des ordres à la population de rester confinée, voilà, en attente de nouveaux ordres, justement, et de nouvelles informations. Vous le savez qu'on a l'Espagne qui essaye qui ne veut pas condamner totalement les mollahs, et enfin totalement les attaques de l'Iran, qui ne condamne pas non plus, enfin qui condamne un peu les États-Unis. Bref, c'est un peu chelou ce qui se passe en Espagne. Il y a de grosses rumeurs qui commencent à sortir sur la gauche espagnole, qui s'appelle c'est Podemos, le parti politique. Donc nous pouvons en traduction. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, ce parti de la gauche espagnole aurait été financé de près ou de loin par des agents iraniens du régime islamique. Ah oui, des mots là. Donc ça veut dire que le parti qui est l'équivalent de la France insoumise, hein, Podemos, c'est vraiment ça, hein, c'est de la gauche radicale, immigrationniste, ethno-masochiste et tout ce que vous voulez, et communiste et compagnie. Hein. Et apparemment, voilà, il se serait fait financer par les mollahs. C'est des rumeurs qui courent déjà depuis 2-3 ans, mais qui ressortent énormément depuis la prise de position de Pedro Sanchez, donc le Premier ministre issu de ce parti, hein, le Premier ministre espagnol. Il se fait vivement critiquer du coup par la droite qui s'appelle Vox, V-O-X. Et justement, donc c'est la droite, c'est l'équivalent du RN Reconquête en gros, ce parti. Et en gros, ils se font énormément critiquer les gauchistes en Espagne à cause de ça. Justement, on a Trump qui avait demandé au secrétaire du Trésor américain de suspendre tout accord commercial avec l'Espagne après qu'ils aient refusé que les États-Unis utilisent leur base militaire au Moyen-Orient. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, en fait, c'est un abus de langage. Je m'étais un peu trompé. C'est pas vraiment, ils n'ont pas exclu à proprement parler les États-Unis. C'est juste qu'ils les ont empêchés d'utiliser leur base, chose qui n'a pas du tout plu à Donald Trump. Et justement, Donald Trump menace désormais l'Espagne d'un embargo. Donc un embargo, c'est tout simplement empêcher l'arrivée de produits de quelque sorte, de n'importe quoi en fait. C'est empêcher l'arrivée de produits, de choses comme ça dans le pays. Voilà, c'est un embargo. Donc c'est ce qui s'était passé déjà
C'est ce qui s'est de nombreuses fois passé dans l'histoire. Et du coup, il veut en faire un pour l'Espagne. Bon, ça reste des menaces de Trump. Hein. Attention, Trump ne va pas au bout de ses menaces. C'est juste que quand tu commences à le titiller un peu, il arrive, il pose ses burnes. Et en général, tu dis Amen. Et tu commences à aboyer. Puisque bah, tu ne veux pas aller jusqu'au bout du peut-être embargo, parce que ça pourrait être un peu problématique pour les Espagnols. En pleine crise avec Trump sur l'Iran, Pedro Sanchez décerne une médaille de l'Ordre du Mérite à Gisèle Pellico. Euh, Comment vous dire que je ne comprends pas. Alors oui, ce qui lui est arrivé à Gisèle Pellico, c'est absolument scandaleux, catastrophique, il faut condamner et tout, ok d'accord. Je comprends pas pourquoi on lui donne plein de médailles comme ça. Enfin, je ne comprends pas. Donc elle fait la tournée des pays, voilà. En France, elle a eu des médailles. Je crois qu'elle a été en Allemagne aussi pour avoir des médailles, ou un pays comme ça. Là, elle est en espagnol pour avoir des médailles, en Espagne pour avoir des médailles. C'est un peu étrange, mais enfin bref. Vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Le conseiller des gardiens de la révolution iranien affirme que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et menace de frapper tous les centres économiques de la région en cas d'attaque. Il déclare que le baril, déjà au-dessus de $80, pourrait grimper jusqu'à $200. On verra si ça grimpe à ce point. C'est fort probable. Encore une fois, le détroit d'Ormuz, c'est cette petite corne qu'il y a dans la péninsule arabique, juste ici. C'est cette petite corne juste là, c'est le détroit d'Ormuz. Et en gros, il est contrôlé aussi par l'Iran, par les Émirats arabes unis et par la province d'Oman. Mais en fait, ce que vous voyez ici, c'est un bout d'Iran là. Vous voyez qu'il y a une frontière juste ici là. Et c'est pour ça que l'Iran a le contrôle majoritaire en fait principal dans ce détroit, puisque il bénéficie carrément en fait d'une mini enclave sur le bout de terre. Et le problème avec ça, c'est tout simplement que 20% du pétrole mondial passe par ce coin-là, puisque vous avez la plupart des pays exportateurs de pétrole qui ont un accès au golfe persique. On m'a dit, oh non, c'est pas le golfe persan, c'est le golfe persique. Oui, c'est juste que moi j'ai le truc en anglais, et du coup, le golfe persian, dans ma tête, je le traduis en golfe persan, mais oui, c'est le golfe persique. Bref. Donc ici, ils ont accès à ça comme le Koweït, l'Irak et évidemment l'Arabie Saoudite qui bénéficient de cet accès-là pour après rejoindre le commerce mondial par la mer Arabe ici et justement voilà, après vous avez tout l'océan Indien, etc. Le problème c'est que, donc comme je l'ai dit, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz juste là. C'est 20% du pétrole mondial qui passe par là. Le reste ne passe absolument pas par là. Tout le pétrole russe, le pétrole chinois, le pétrole sud-américain et tout, il ne passe pas par là. Donc, je sais pas si ça peut faire augmenter vraiment le prix du pétrole. Pour moi, si il augmente, c'est aussi une sorte d'excuse pour augmenter le prix, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un choc pétrolier, il y a des pays qui n'étaient pas très concernés qui ont quand même augmenté leur prix. C'est une excuse. Voilà, c'est une excuse. Les prix ont déjà grimpé aux pompes à essence, etc. Comme à chaque fois, de toute manière, dès qu'il y a un conflit avec un pays producteur de pétrole, c'est le bordel dans le monde entier à propos de ça. Donc, c'est le souci. Donc on verra, ça va sûrement augmenter. Après, ça va pas non plus atteindre les 3 euros le litre, ni rien, je pense. Mais oui, il y a moyen que ça retape encore une fois les 2 euros le litre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se précipiter non plus pour déclencher une pénurie d'essence. Oui, c'est chiant de payer l'essence plus chère plus tard, mais au moins vous en avez. Que de tous se précipiter pour économiser 10 centimes par litre. Alors je sais, on va me pisser à la gueule. Moi aussi, je paye de l'essence. Moi aussi, je paye de l'essence. Moi aussi, ça me fait chier de payer 10 centimes par litre. Sauf que de 1, on n'a pas le choix, c'est pas nous qui décidons. Et de 2, je préfère payer 10 centimes par litre, mais avoir de l'essence, plutôt que d'être en pénurie d'essence dans les stations à côté de chez moi pendant une semaine, en fait. Donc après, vous réagissez comme vous voulez. Sauf que là, les pénuries commencent à arriver parce que tout le monde se dit « Ah, j'ai pas envie de perdre 10 centimes par litre !» Ouais, mais dans 5 jours, cousin, t'auras plus d'essence, en fait, dans ta station, là. Donc, t'as économisé de l'argent, mais tu peux plus faire ton plein pendant une semaine. Bref, donc après, voilà, ça dépend des appréciations de chacun, mais vous avez fait l'information, vous en faites ce que vous voulez. On continue. Marco Rubio annonce que que les États-Unis vont déchaîner toute leur puissance sur l'Iran. Donc ça, c'était les déclarations de Marco Rubio. Il dit l'intensité va monter en flèche, les attaques aussi. Nous allons déchaîner toute notre puissance de feu et démanteler ce régime criminel et radical. Encore une fois, oui, mais il y aura des conséquences à l'arrivée des Américains. Dans tous les pays où les Américains sont arrivés, ça a été le bordel. L'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, du coup évidemment. Bref, dans tous ces pays-là, ça a toujours été le bordel.
En fait, vous arrivez, vous détruisez les cellules qu'il y a, les cellules éclatent et créent d'autres cellules à côté, et ça devient un bordel monstre. Comme je l'ai dit, en fait, on devrait juste n'en avoir plus rien à foutre de ce triangle du mal. Faudrait plutôt avoir des accords commerciaux avec la Russie et la Chine, hein, plutôt que d'avoir des accords avec tous ces pays-là qui produisent du pétrole et qui nous tiennent par les couilles avec l'or noir, puisque justement en fait ça ne sert à rien, d'accord. Ces gens-là ont une haine profonde de l'Occident. Ils sont à des années-lumière de tout ce qui nous concerne, nous occidentaux. Donc on devrait juste en fait les laisser dans leur tam-tam là, hein, dans leur petit trou à merde, pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes et c'est tout. Hein, il suffit d'arrêter en fait les interventions. Mais bref. Après la géopolitique, c'est un peu plus compliqué que ça, et je suis pas non plus un expert là-dessus, moi je vous donne mon avis. Ici, on a le récapitulatif de l'allocution d'Emmanuel Macron, puisque oui, notre cher guide suprême macronien français, hein, eh bien, il s'est exprimé pendant une dizaine de minutes à peu près. Il a fait un discours où il parle un peu de la situation en Iran, etc. Et voici ce qu'il nous a dit, un résumé. Donc, il envoie bien le porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient, hein, parce que ça avait été démenti par le ministère par le ministère des Armées, je crois, qui avait démenti l'envoi du Charles de Gaulle. Puis au final, le lendemain. En fait, il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs comme quoi la France déployait le Charles de Gaulle dans la Méditerranée. Ça avait été propulsé, je crois, par Jean-Noël Barrot. Puis le ministère des Armées avait démenti. Puis maintenant, Macron, le lendemain ou le surlendemain, nous déclare que oui, le Charles de Gaulle va bien arriver au Proche-Orient. La politique à la française, monsieur dame. En gros, ce qui se passe, c'est que le Charles de Gaulle va arriver dans l'Est méditerranéen, juste ici, pour défendre Chypre des attaques du Hezbollah au Liban et des attaques de l'Iran juste là. Puisque l'Iran, c'est compliqué pour eux de frapper, par exemple, de frapper l'Europe. Hein, ça va être un peu plus compliqué. Donc l'Iran a trouvé la solution, ils sont ici et en fait ils tirent des roquettes vers leurs frontières, enfin à partir de leurs frontières, jusque sur l'île de Chypre où il y a 2 bases britanniques, juste en bas ici et dans l'Est aussi, je ne sais plus trop où, mais dans l'Est. Le problème c'est qu'encore une fois, ça déclenche beaucoup de soucis et justement, la France veut déployer le Charles de Gaulle ici pour protéger Chypre. Voilà. On a l'envoi de la frégate Languedoc pour défendre Chypre aussi. L'envoi d'avions Rafale déployés pour défendre nos alliés. Intéressant. Des drones iraniens ont été abattus près des bases françaises. Il y a 2 bases françaises frappées mais peu abîmées. La France n'approuve pas les attaques américaines et israéliennes mais ne pleure pas la mort des dirigeants iraniens. L'opération Sentinelle renforcée en France et l'Iran premier responsable de la situation. Voilà le résumé de l'allocution d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut retenir, c'est que la France se déploie. Hein. Elle déploie des moyens de défense, pour l'instant de défense active, et elle nous condamne un peu. En tout cas, elle n'approuve pas les méthodes israéliennes et états-uniennes. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant non plus. Les Européens se réfugient derrière le droit international. Le droit international, c'est un truc qui a été inventé pour protéger les faibles. Mais à partir du moment où tu es le pays le plus fort, tu as juste à poser tes burnes sur la table et le droit international, c'est du PQ. Hein, c'est tout. Bref. Pedro Sanchez est dans un scandale d'état mondial avec la révélation de ses liens avec le régime des Mollahs. Voilà. La neutralité espagnole est fausse. Pedro Sanchez n'est pas neutre. Il joue avec les terreaux dans le conflit iranien. Comme je l'ai dit, ce sont des allégations et des rumeurs qui datent d'il y a plusieurs années et qui ressortent très très fortement maintenant partout dans les médias espagnols, etc. Autour justement de cette non-prise de position de l'Espagne, hein, qui ne veut ni aider les Américains et les Israéliens, ni en même temps condamner l'Iran. Hein, c'est un peu bizarre. On voit que la France a une stratégie déjà bien différente. Pourtant, Macron apporte son soutien à Pedro Sanchez, on va le voir après. Et de toute manière, quand les deux peuvent s'entreculer, vous inquiétez pas qu'ils se gênent pas. Macron et Sanchez, c'est une histoire d'amour. À côté de ça, on a quoi? On a un drone iranien qui a frappé la station de la CIA en Arabie Saoudite. Voilà. Ça a été révélé par le Washington Post. Vous avez donc le Charles de Gaulle qui est en route pour la Méditerranée selon BFM TV, mais l'état-major des armées dément officiellement, et en fait maintenant on a Macron qui annonce le déploiement de porte-avions. C'est ce que je vous ai dit, c'est la politique à la française. On se renvoie la patate chaude jusqu'à ce que le président annonce la chose qui avait déjà été annoncée avant. Au secours. Ici, vous avez une Iranienne qui prend la parole parce que oui, beaucoup d'Iraniens commencent à parler sur les réseaux parce que beaucoup de gens disent oui, mais bon, les Iraniens... Non. Les Iraniens sont très contents de la chute des Mollahs, notamment les femmes. Et oui, comme je l'ai dit, la plupart des soutiens au régime dans les manifestations pro-régime qui se déroulent un peu partout en Iran, c'est des hommes.
Tu regardes dans les manifestations, t'as vraiment 99% d'hommes, là où dans les autres manifs, c'est beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Dans les manifs anti-régime et pro-chat, en gros, ou pro autre chose que les mollahs. En fait, c'est surtout ça. C'est on veut n'importe quoi d'autre, sauf Khamenei et ses copains. Voilà, c'est tout. Et donc du coup, dans ces manifestations-là, c'est beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Hein. C'est un peu la génération Z qui manifeste aussi dedans. Et pas que, hein, et pas que. En gros, tous les gens qui se sentent opprimés de près ou de loin manifestent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Le régime iranien et le Venezuela ont été derrière le financement de la gauche en Espagne au cours des 15 dernières années. C'est pourquoi Sanchez est le meilleur ami des ayatollahs et de Maduro. Et oui, parce que Maduro, pareil, avait été soutenu par Sanchez. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, hein, Podemos, donc le groupe de le parti politique de gauche, c'est un peu notre LFI à nous, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ici, c'est dénoncé par Vox. Donc lui, c'est, je sais pas, l'un des candidats, l'un des représentants du Vox, du parti politique de droite, d'extrême droite, selon les antifas espagnols. À côté de ça, l'Espagne de Sanchez répond à Trump suite à sa déclaration d'embargo. Et donc il dit les États-Unis doivent se conformer au droit international. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Ils se réfugient derrière ça alors que ça ne sert strictement à rien. Mais bon, bref. Aux accords commerciaux, nous disposons des ressources nécessaires pour contenir l'impact potentiel d'un embargo. Je suis pas certain de ça, mais enfin bref. Le bâtiment de l'Assemblée des experts iraniens réunis pour choisir le successeur de Khamenei a été frappé pendant le dépouillement des voix. Ce conseil est composé de 88 chefs religieux iraniens. On n'a toujours pas eu de nouvelles de ça, on ne sait pas s'ils sont tous quick ou pas, mais dans tous les cas, ce petit truc juste ici, je pense que ça va faire un peu mal au régime des mollahs, et nul doute que de l'autre côté, hein, les J et les Américains se réjouissent de tout ça. C'est pareil. J'en profite pour vous faire un mot à tous ceux qui me disent « Oui, mais toi, t'es un bon petit goy, t'es content d'Israël et tout. » Non, je l'ai déjà dit plein de fois, Israël, je m'en branle, d'accord? Moi, je suis français, ok, je suis français catholique. Pour moi, c'est la France catholique, point barre. Et la chrétienté. Donc, les J et tout, je m'en fous. Les mumus, je m'en fous. Moi, je vous rapporte simplement des faits, d'accord? Moi, je veux récupérer mon pays. Je veux pas soutenir un autre pays à l'autre bout du monde. J'en ai rien à foutre, d'accord? C'est pas mon combat. En revanche, on prend la chute des dictateurs, c'est toujours appréciable. Après, oui, évidemment que ça va servir les intérêts d'Israël et compagnie. Évidemment, on n'a rien sans rien, encore une fois, malheureusement. Mais c'est pas pour autant que je les soutiens, loin de là. Vidéo du moment où un drone iranien a frappé le consulat des États-Unis à Dubaï. Donc là, on a une vidéo, je vais vous la mettre là. Je peux vous mettre le son. Et donc ici, on a un drone de kamikaze, encore une fois, qui a frappé du coup le consulat des États-Unis à Dubaï. Donc Dubaï qui continue de se faire frapper. Les Émirats Arabes Unis qui pour l'instant je crois qu'ils n'ont pas fait grand-chose contre l'Iran. Ils n'ont pas annoncé d'attaque, mais ils se défendent, ils renforcent leur système défensif, etc. Et de toute façon ils sont soutenus par les États-Unis, ils sont soutenus par l'Europe, par exemple la France et compagnie, qui a de gros intérêts commerciaux avec les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, ils ont des alliés de toute manière pour l'instant. L'Assemblée des experts, donc ça on l'a vu, c'est une autre image de la frappe qu'il y a eu, mais voilà le bâtiment qui a été frappé. Ici on a Macron qui nous déclare que la France a déjà abattu des drones iraniens en légitime défense dès le tout début de la guerre. Il ajoute que des moyens supplémentaires ont été déployés, il y a eu des rafales et des systèmes de défense anti-aérienne et des radars aéroportés qui ont été emmenés justement là-bas. Donc c'est assez intéressant. Encore une fois, ici on a les bases. Par exemple, il y a des forces françaises à Djibouti. Donc Djibouti, c'est juste ici. Voilà, c'est le petit bout de pays que vous avez ici. Voilà. À côté de ça, on a des forces françaises ici aux Émirats Arabes Unis. Donc comme je l'ai dit, de toute façon à Dubaï, il y a des bases, etc. Il y a des bases de l'ONU aussi. Et globalement, il y a un peu toutes ces forces-là. Et en gros, la France va apporter son soutien logistique et défensif. Le nouveau ministre de la Défense iranien a été assassiné 24 heures après avoir pris le rôle, pris son poste. Encore une fois, ça reste à confirmer, tout ça c'est des informations un peu du t'inquiète frérot, mais ça sort de plusieurs médias à chaque fois, donc bon,
On verra si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup de chefs qui tombent parce que il y a beaucoup de roquettes qui tombent aussi. Hein, il y a beaucoup de frappes aériennes qui sont faites sur l'Iran un peu partout, sur toutes les cibles stratégiques du gouvernement et tout. Les renseignements sont très très actifs et beaucoup de frappes sont faites. Hein. Donc c'est pas étonnant qu'en fait tous ces chefs-là tombent comme des mouches puisque de toute manière ils sont visés. Ça y est, ils ont des cibles sur le front et ils sont chassés dans tout le pays et tout. Hein. Emmanuel Macron met en garde contre une opération terrestre d'Israël au Liban et il dit une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Encore une fois, hein, le Premier ministre qui avait appelé à désarmer qui avait appelé à ce que le Hezbollah se désarme pour apaiser tout ça, plus Israël qui avait commencé à déployer des troupes au sol. Donc ça c'est pareil, c'est une escalade un peu malheureuse, mais bon c'est comme ça. Guerre au Moyen-Orient, et là on arrive dans le truc moi qui m'attriste tout le temps dans ces conflits. C'est les funérailles géantes aujourd'hui à Minab, dans le sud de l'Iran. Donc Minab c'est juste ici. C'est pas loin tout simplement de la mer, hein, voilà c'est là. Juste dans le détroit d'Ormuz d'ailleurs, petit point précis, où 168 personnes sont décédées, dont des dizaines d'écolières, dans le bombardement d'une école primaire pour filles. L'origine des frappes sur cet établissement, qui jouxte une base militaire des gardiens de la Révolution, n'est pas encore confirmée, les États-Unis et Israël ayant annoncé enquêter sur le sujet. C'est malheureusement des dégâts, comment on appelle ça, des dégâts collatéraux, des dommages collatéraux, mais moi c'est un truc qui m'attriste beaucoup, c'est que la plupart des gens subissent le régime en Iran et en fait ils perdent leurs enfants aussi. Leurs enfants sont entre guillemets sacrifiés sur l'autel de la liberté du peuple iranien, enfin de la pseudo-liberté du peuple iranien, parce que sans doute que derrière Israël et les États-Unis ont aussi de très très gros intérêts, hein, évidemment, à se pointer en Iran. On le rappelle que l'Iran c'est le pays qui possède le plus de réserves de pétrole au monde. Donc voilà, malheureusement c'est des enfants derrière qui meurent. Et par milliers hein, pendant la durée totale de ces guerres. Donc c'est toujours quelque chose d'assez triste, malheureusement. On n'y peut rien, mais c'est quand même bon de s'en rendre compte. Et donc ici, vous avez une fosse commune, hein, entre guillemets, qui a été faite pour tous les corps. Hein. Donc c'est triste. C'est triste, encore une fois, ces gens-là, la plupart ne sont pas responsables hein, de ce que font les mollahs et des politiques des mollahs. Ils subissent un régime, mais voilà, bref. Des parieurs empochent plus de 500 millions de dollars en misant sur l'attaque américaine en Iran sur Polymarket. Polymarket, hein, vous savez, ce site qui permet de faire des paris sur des événements dans le monde. C'est assez fou comme concept, mais c'est pas autorisé en France ou en Europe, je crois. Mais avec un VPN et 2-3 moyens un peu à droite à gauche, vous pouvez avoir accès à Polymarket et vous pouvez gagner très très gros. Hein. C'est quand même assez intéressant et du coup, il y a des gens qui ont parié sur l'attaque américaine en Iran et qui ont empoché au total à peu près 500 millions avec tous les gens qui ont gagné. C'est quand même assez fou. L'équipe nationale féminine de football iranienne qui a refusé de chanter l'hymne national du régime islamique lors de l'ouverture de la Coupe d'Asie. Voilà. Donc, ils ont refusé de chanter. Voilà. On voit, hein, il y a aucune lèvre qui bouge, personne ne chante. C'est assez intéressant. Devant une salle bondée, la première dame des États-Unis, Melania Trump, a présidé un conseil de sécurité afin de plaider la cause des enfants victimes de guerre. C'est ce que je vous disais juste avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des enfants qui meurent dans toutes ces choses-là. Après, des gens vont trouver ça hypocrite. Ils vont dire oui, mais en même temps, c'est son mec qui frappe, qui envoie des missiles, les enfants meurent et elle vient dire ah, ces pauvres petits-enfants. C'est la guerre. Hein, donc de toute manière, il y a des morts, mais c'est quand même toujours assez triste de voir des pertes d'enfants parce que des enfants, ça reste des enfants. Et puis encore une fois, la plupart des gens subissent ce régime, malheureusement. Bref, voici la cathédrale chrétienne arménienne en Iran de Vank à Ibsahan en Iran. Regardez cette cathédrale. Alors je vais vous la montrer après sur Maps, parce que j'ai regardé quand même, je me suis dit bon, si c'est quand même chelou. Mais non, elle existe vraiment. En fait, si vous tapez la cathédrale de Vank, donc elle se situe ici en Iran, donc au centre du pays. Au centre-ouest du pays. Et en fait, quand vous allez dedans, vous avez des points qui sont faits avec, avec Google Maps. Vous avez plein de photos qui sont faites. Et quand vous êtes dedans, c'est absolument magnifique. C'est assez incroyable, hein, vraiment. Hein. C'est une magnifique cathédrale avec beaucoup de peintures, beaucoup de choses comme ça. Elle est excessivement bien décorée. Je la trouve magnifique. Bref, voilà. C'était la petite info insolite qui fait plaisir, tout simplement, dans tout ce bazar. À côté de ça, on a des petits mèmes comme ça, hein, donc Donald Trump qui fait un tour de magie et qui fait disparaître Maduro et Khamenei. Paf, il n'y a plus personne. Vous avez beaucoup de mèmes comme ça qui sortent un peu sur Internet. Je trouve ça assez rigolo.
On a des bombardements à Téhéran cette nuit, donc la capitale de l'Iran. Donc toujours, hein, ça continue, hein, ça bombarde dans tous les sens. Vous voyez, ça tape de partout, hein. Il y a des impacts absolument partout. C'est fou. Ici, on a les États-Unis qui ont confirmé que les bombardiers, les B-52, hein, donc les gros bombardiers, sont en train de frapper l'Iran également, hein. Donc au-delà des missiles, maintenant il y a carrément les bombardiers qui viennent. Je pense que c'est la fin du régime iranien tel qu'on le connaît depuis 50 ans, mais à voir comment ça va évoluer derrière. Encore une fois, moi c'est quelque chose dont j'ai assez peur, encore une fois. Bref. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez sur les États-Unis qui nous dit « Il y a 23 ans, une autre administration américaine nous a entraînés dans une guerre au Moyen-Orient, une guerre qui, en théorie, disait-on à l'époque, visait à éliminer les armes de destruction massive de Saddam Hussein, à instaurer la démocratie et à garantir la sécurité mondiale. » Bon, on voit le résultat, évidemment. Mais en réalité, elle a produit l'effet inverse. Elle a déclenché la plus grande vague d'insécurité que notre continent ait connue depuis la chute du mur de Berlin. La guerre en Irak a engendré une augmentation drastique du terreau djihadiste, une grave crise migratoire en Méditerranée orientale et une hausse généralisée des prix de l'énergie. Là-dessus, il n'a pas tort, hein, on est totalement d'accord. Mais encore une fois, est-ce que c'est pour ça qu'il faut laisser ces gens-là ? Moi, je suis d'avis que oui, on devrait les laisser, tant qu'ils ne nous menacent pas. En fait, on devrait les laisser parce que le problème, c'est que tout ce qui s'est passé ici, il y a 25 ans, en fait, ça a causé énormément de problèmes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est détesté un peu dans ce monde-là. Mais bon, bref. Après, il n'y a pas que, hein, ça date déjà des Moudjahidines et compagnie en Afghanistan, qui date des années 70, où la Russie, enfin pendant la guerre froide, hein, dont Oussama Ben Laden d'ailleurs qui était un Moudjahidine à l'époque, allié à des puissances très puissantes, n'est-ce pas, et qui s'est retourné après contre elles parce que il s'est fait trahir aussi. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais pour moi, on n'a juste rien à foutre là-bas en fait. Mais bon bref, c'est un peu idéaliste aussi ce que je dis, mais voilà. Un missile balistique tiré d'Iran et se dirigeant vers la Turquie a été détruit par la défense aérienne de l'OTAN en Méditerranée orientale. Et oui, vous avez carrément maintenant l'Iran qui se met à frapper la Turquie. Hein. Bon, ils sont juste à côté, ils ont une frontière commune, mais c'est quand même assez ouf de se dire que ça y est maintenant, après des frappes sur l'Iran, sur le Koweït, sur l'Arabie Saoudite, sur le Bahreïn, sur les Émirats Arabes Unis, sur Israël, sur la Jordanie et maintenant carrément sur la Turquie. Enfin putain, ils sont en train de péter un fusible, hein, les Iraniens, c'est assez incroyable. Donald Trump qui réagit aux propos de Macron qui, donc comme je l'ai dit, ne cautionne pas l'attaque américaine, etc. Et on a Trump qui réagit à ça en disant « Cette guerre en Iran dérange Macron, il n'était pas impliqué. Trump aurait été ravi de pouvoir compter sur le président, mais il n'a plus confiance en lui depuis bien longtemps. » Eh oui, hein, aïe aïe aïe. À côté, les sirènes d'alerte retentissent actuellement à Tel Aviv. Je vais vous laisser écouter, c'est assez terrifiant. Bref, et en gros on voit des missiles ici qui se font intercepter en plein vol par toutes les contre-mesures aériennes israéliennes. Et voilà, hein, du coup les bombardements continuent en fait. En fait, si on avait une carte ici de tous les tirs, ça ferait juste dans tous les sens, ça se tirait de partout, c'est assez incroyable. Un missile tiré depuis l'Iran, donc comme je l'ai dit, vers l'espace aérien turc, a été détruit par l'OTAN. Et la Turquie, c'est ça le plus important, la Turquie a mis en garde l'Iran contre toute mesure susceptible d'entraîner l'extension du conflit. Parce que là, si la Turquie se fout dedans également, ouais, ça va être très compliqué. Hein. Ça va commencer à être un peu le bordel parce que derrière, tu as tout ce qui est les pays à côté qui vont sûrement s'y mêler, enfin se mêler aussi. Plus ici Chypre également qui est moitié pseudo-turc et moitié britannico-grec. Ça va vraiment escalader un peu partout, quoi. C'est vraiment, ça part en couille dans toute la région comme ma dernière vidéo, quoi. On a donc une frégate iranienne au large du Sri Lanka qui a été coulée aussi. On a secouru, apparemment, il y a eu 32 marins qui ont été grièvement blessés après le naufrage, mais il y avait 180 hommes à bord. Ils ont lancé du coup un appel de détresse à l'aube avant de sombrer. Le Sri Lanka, pour ceux qui ne savent pas où c'est, le Sri Lanka, c'est ici. Voilà. À côté de l'Inde, c'est cette petite île où il y a la meilleure baguette de Paris qui en est originaire. Et donc ici, dans ce coin-là, je sais pas trop ce que foutait une frégate iranienne là-dedans. Sûrement qu'elle devait être ici dans l'océan Indien et qu'elle a peut-être voulu se rapprocher par là ou je ne sais quoi. Mais c'est assez étrange. En tout cas, elle a été coulée.
Voilà. Elle a été coulée, elle a sombré. Il y avait 180 hommes d'équipage, 32 secourus, donc à peu près une petite 150aine de personnes qui ont sombré au large du Sri Lanka. Encore une fois, je ne sais absolument pas ce qu'elle foutait là. Sûrement que voilà, il doit y avoir des frégates un peu partout dans ce coin-là, mais c'est assez étrange en tout cas. Mais voilà, vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. Bref, ça commence à faire un bon check-up. On va regarder vite fait les dernières informations s'il y a d'autres événements. Mais de violents bombardements israélo-américains sont en cours à Téhéran, comme dans plusieurs régions du pays. Le bilan fait état de 1045 morts en Iran depuis samedi, annonce l'agence Tasnim. Donc ici, vous voyez l'état de la ville de Téhéran. En Téhéran, encore une fois, la capitale de l'Iran, juste au nord, là, ici, qui est bombardée dans tous les sens. On a des images, c'est assez impressionnant quand même. Vous imaginez être spectateur de ça? C'est, on peut dire ce qu'on veut, nous on commente en slip sur notre fauteuil, mais vous avez des gens qui subissent ces frappes-là. Hein. Donc encore une fois, les gens qui sont très méchants, très machin, ok d'accord, ils méritent sûrement si vous voulez. Mais dedans, il y a aussi beaucoup d'innocents. Hein. Et c'est toujours, de toute façon les guerres, ça fait toujours des innocents, ça fait toujours des morts innocentes. C'est toujours assez triste, mais voilà, il faut en être conscient. Bref, un sous-marin américain aurait torpillé le navire de guerre iranien au large des côtes du Sri Lanka. Bah voilà, je fais un check-up, ça a été publié il y a 12 minutes, donc pendant que je faisais ma vidéo, eh bien on a peut-être une réponse. Apparemment c'est un sous-marin américain du coup qui aurait torpillé ça, faisant au moins 101 disparus et 78 blessés. Voilà, bah, du coup on a la réponse à notre question. On a un missile iranien qui a été intercepté à la frontière turque, près de l'aéroport international de Qamishli en Syrie. Alors Qamishli, ça doit être au nord. Putain, c'est où? Ça me dit quelque chose. Je sais plus où j'ai vu ça. Qamishli en Syrie. Oui, voilà, oui, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est ici. Donc c'est juste là. Voilà. Ici, on a un missile. Ce missile-là, du coup, apparemment, qui aurait été intercepté. Et si on regarde, juste là, c'est une ville vraiment qui est à la frontière avec la Turquie, la frontière qui est au-dessus. Hein. La frontière turque qui est ici, là. On a quoi d'autre? Blablabla, blablabla, blablabla. Un porte-conteneur est actuellement en feu dans le détroit d'Ormuz, touché par un missile inconnu. Voilà, donc on a des images. Le porte-conteneur au loin qu'on voit en feu. Donc en plein dans le détroit d'Ormuz. Comme on l'a dit, hein, l'Iran qui avait menacé d'attaquer tous les pays qui passaient par là. Enfin, tous les bateaux qui passaient par là. Encore une fois, donc c'est un projectile inconnu. Sûrement un coup de l'Iran, encore une fois. On a Trump qui plaisante avec Merz en lui disant bah, de toute façon, on va envahir l'Espagne. C'est voilà un Trump qui continue sa petite provoque, etc. Hein. Bref, voilà, je pense. Ah oui, on a Macron qui exprime sa solidarité au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez après les menaces commerciales de Donald Trump. Bref, on a beaucoup d'infos, beaucoup de choses comme ça. On verra où ça va nous mener, l'escalade autour de la guerre et du conflit en Iran. Mais voilà, vous avez toutes les infos, 32 minutes de vidéo, désolé c'est un petit peu long. Je sais que pour certaines personnes c'est un peu long, mais je me vois pas faire plusieurs vidéos sur la même journée en fait de ce sujet. Je préfère faire un gros récap, comme ça vous regardez ça le soir, tranquille, quand vous avez le temps, et au moins vous êtes au courant de ce qui s'est passé depuis 24 heures. Bref, on suivra ça encore une fois dans une prochaine vidéo. Merci encore pour votre accueil sur cette série, ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie Teddy Boy qui m'a partagé sur X, qui a retweeté mon truc et qui m'a lâché un bon commentaire de soutien sous ma précédente vidéo. Franchement, ça fait énormément plaisir. Merci à toutes et tous pour tout votre soutien, encore une fois. N'oubliez pas de faire un petit tip si vous voulez. Et si vous le pouvez, même si ce n'est que 1 ou 2 euros, eh bien c'est toujours ça, voilà, ça fait toujours plaisir de voir son travail récompensé. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, à très bientôt dans une nouvelle vidéo là-dessus. Ciao.